Bien, merci Monsieur le Président, merci à tous de votre invitation. Donc, puisque le temps nous est compté, je démarre sur les chapeaux de roue pour vous parler donc de ces châteaux de la vallée de la Sonnelle. La petite vallée de la Sonnelle offre un bon exemple d'un phénomène très caractéristique du Moyen-Âge, qui est celui de la réorganisation de l'espace et des pouvoirs autour de nouveaux centres qui n'existaient pas précédemment, à savoir le château. Alors, le château, pour le Moyen-Âge, est la synthèse de trois fonctions. Une fonction résidentielle, celle d'une famille noble, une fonction défensive et militaire, enfin, on l'oublie trop souvent, une fonction économique, car il est le centre de gestion d'un territoire appelé seigneurie ou châtellenie. Le château devient donc la matérialisation du pouvoir seigneurial, à la fois sur un espace qui est multiforme et surtout sur des hommes. Alors, les possessions des princes, c'est-à-dire des ducs, des comtes et des évêques, ou de certains grands seigneurs, le château représente la catégorie la plus élevée de l'habitat noble, bien au-dessus de catégories inférieures comme les maisons fortes, dont il ne sera pas question ici. Nous n'insisterons pas sur la mise en place d'un réseau de châteaux qui constelle la région et qui s'est établi sur plusieurs siècles. Nous analyserons surtout les aspects topographiques et architecturaux qui permettront de comprendre, de visualiser plus clairement l'évolution des formes des châteaux entre l'an 1000 et la Renaissance. Alors, la vallée de la Sonnelle, comme le rappelle cette petite carte, région que vous connaissez bien, se situait sur de grands axes de circulation, la voie antique Dijon-Toul-Trèves, nord-sud, une route est-ouest venant de Champagne, qui se dirigeait vers la vallée de la Moselle, par Épinal, puis par le col du Busan, et qui filait à travers l'Alsace, la Suisse et l'Italie. Et c'est cette route qui fit aussi fortune des foires de Champagne qui se développèrent à partir de la fin du XIe et surtout au XIIe siècle. Enfin, le troisième axe de circulation, la Meuse, qui était navigable par la petite batellerie de l'époque. C'est une région de marche, une région de frontière, puisqu'elle est à la limite entre trois diocèses, mais également aux limites entre l'Empire et le Royaume de France. Le réseau castral, c'est dans l'autre sens, voilà. Le réseau castral que l'on trouve dans le secteur, en élargissant un peu au-delà de la vallée, s'est mis en place à partir de l'an 1000. Il s'est intensifié au XIIe siècle et cela a duré jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Après 1250-1260, le nombre de châteaux n'augmente plus et on se contente de transformer et d'améliorer les châteaux précédents. Sur cette petite carte de synthèse, nous voyons la situation de la région au milieu du XIIIe siècle. La caractéristique qu'il faut en retenir, si vous regardez la légende et le titre, la quasi-totalité des châteaux de ce secteur, au milieu du XIIIe siècle, sont passés sous le contrôle des comtes de Champagne, qui manifestent un dynamisme remarquable, soit en construisant eux-mêmes des châteaux, soit en faisant reprendre en fief d'eux-mêmes des châteaux qui jusque-là appartenaient soit à de petits seigneurs, soit à des vassaux de l'évêque de Toul ou du duc de Lorraine. Donc la Fauche apparaît sur ce secteur, mais vous voyez qu'il se situe dans un environnement très dense. Bien, les 4 châteaux qui contrôlaient la vallée ont laissé des traces dans les textes, mais ce sont surtout les vestiges de terrain qui vont constituer l'essentiel de cette rapide étude. Cette étude permet de montrer que les châteaux ont évolué et qu'il existe dans cette toute petite région une typologie de sites castraux que l'on peut raccrocher à une chronologie. Or, c'est souvent l'obsession des historiens, mettre une date sur des formes. Le premier et le plus ancien, le château de Murau. Sur cette carte IGN, vous voyez avec la flèche rouge le site de ce château
dans un vallon affluent de la Sonnelle. Il se trouve aussi au-dessus de l'abbaye. Le site n'est pas très connu, pas facile d'accès non plus, la pente y est très raide. Suivante. Alors, sous l'évêque de Toul, Gérard, 963-994, on sait, d'après des textes, qu'un certain Odalric, un noble apparenté au comte de Rennel, famille d'origine carolingienne, commença à fortifier l'Éperon, en toute illégalité. L'évêque comprit le danger, il racheta le site et mit fin à l'entreprise, soit en détruisant le château s'il avait été construit, ou tout simplement en arrêtant la construction. Nous allons voir. Donc, le site que nous avons relevé en courbe de niveau, quelques années, montre qu'il s'agit bien d'un éperon barré, caractéristique des sites castraux de Lorraine. Au nord, le plateau, qui a été tranché par un fossé en deux. Le fossé a servi à constituer une grosse levée de terre et de pierre, en isolant une petite basse-cour, et à l'extrémité de l'éperon, 2 tertres que nous allons voir sur la suivante. Donc les photos sont prises du nord, ici, vers le sud. Au nord, le plateau, le fossé qui a isolé l'éperon et qui a servi à constituer ce talus levé de terre et levé de pierre. Nous sommes maintenant sur le talus, la photo est prise de là, et nous avons devant nous la petite cour intérieure, et au fond, nous verrons un peu plus précisément dans un instant, ces 2 tertres assez énigmatiques. Les dimensions, je passe les détails, sont assez petits, ça fait 25 mètres de large sur 20 de côté. Suivante. Sur le côté, on observe des traces d'alignements pierreux qui pourraient correspondre à des bâtiments anciens. Le site n'ayant jamais fait l'objet de fouilles, en tout cas réglementaires, ou à notre connaissance, il est difficile d'en déduire exactement les fonctions, mais il y a des éléments qui permettent de voir que ça a été au moins habité pendant quelque temps, autour de l'an 1000. À l'extrémité de l'éperon, donc, en refuge, on pourrait dire, au-dessus de l'abbaye, qui se trouve en contrebas, nous trouvons ces 2 gros tertres constitués de pierres, assez peu de terre. Alors, sont-ils les vestiges de construction, bâtiments, donjons, comme on voudra les appeler, qui auraient été détruits et qui ont donné ces tertres, ou au contraire, est-ce des choses qui étaient en édification et que l'évêque de Toul a stoppé dans la construction? Dans l'état actuel de la situation, on ne peut pas le dire. Donc, point d'interrogation. L'intérêt de ce site, c'est donc qu'il est très bien situé chronologiquement, on va dire, une dizaine d'années avant l'an 1000. Et donc, on est là dans la première étape des châteaux. Suivant. Alors, nous passons à présent au site de Rorthais. Suivante. Celui-ci est également bien documenté. Nous savons que l'évêque de Toul, Berthold, 996-1019, a commencé la construction d'un château à cet endroit qui fut achevé par son successeur, l'évêque Hermann, 1019-1026. Donc voilà la chronologie. 996, date la plus basse, 1026, la plus haute. Alors ce château construit par l'évêque fut d'ailleurs très vite confié à des vassaux. Le but de cette construction était justement de tenir en respect la petite féodalité locale, notamment les comtes de Rennel et leurs différents rameaux, qui cherchaient à s'établir dans ce secteur au détriment des évêques de Toul. Donc le château n'est pas du tout dû à une construction pour se défendre des Bourguignons, des Champenois ou des envahisseurs venant de très loin, c'est un but tout à fait régional. Le château donc est confié par les évêques de Metz à des vassaux, et parmi ceux-ci, une première famille qui s'éteint au XIIe siècle, et le château passe alors dans la famille des Brixet-Bourlémont,
dans laquelle il va rester relativement longtemps. C'est dans cette famille que un certain Geoffroy, donc de Bourlémont, en 1250, nous le savons par des textes, dispose de moyens financiers très importants qui lui sont octroyés par le comte de Champagne. Grâce à ce financement considérable, Geoffroy peut reconstruire le château, donc on ne sait rien du château antérieur à 1250, et il le reconstruit à la mode, on va dire, du temps, c'est-à-dire avec un plan régulier. Il n'a pas pu, en raison de la topographie du site, construire un château quadrangulaire, comme c'est désormais la mode depuis la construction du château du Louvre par Philippe Auguste en 1200, et le château s'adapte à l'éperon, d'où cette forme tout à fait triangulaire. Il passe dans différentes familles, par exemple, à un moment donné, il passe entre les mains du célèbre Robert de Baudricourt, châtelain de Vaucouleurs, bailli de Chaumont. Puis, au milieu du XVe siècle, il passera dans la famille de Beauvau, et il y restera également relativement longtemps. On ne connaît pas de grandes batailles, de grands sièges autour de Rorthais, sauf en 1591-92, le seigneur du lieu ayant eu l'idée de se convertir au protestantisme, le duc de Lorraine, défenseur de la foi catholique, ne pouvant pas supporter cette installation, envoie une petite troupe qui chasse en quelques jours le seigneur, et le château retombe donc cette fois-ci dans le contrôle du duc de Lorraine. Alors le plan topographique, et ce sera plus facile à interpréter pour ceux qui ont pu faire la visite l'autre jour. Vous voyez qu'on est sur un éperon triangulaire, altitude 350 mètres, forme triangulaire. Les défenseurs, pour protéger ce château, ont commencé par construire un grand fossé, ici, à l'est, le fossé qui fait 6 mètres de profondeur, une vingtaine de mètres de large, et qui a également l'avantage de servir de carrière. Pas besoin d'aller chercher très loin du fait les pierres. Vous en voyez la disposition. Nous allons voir des photos ensuite de l'intérieur et aériennes pour caractériser rapidement le château, pour ceux qui n'ont pas pu le voir l'autre jour. Nous avons ici à l'ouest les écuries, les dépendances, les éléments donc caractéristiques de la fonction agricole du château. La partie ici au sud est détruite depuis longtemps, donc on ne pourra pas en dire grand-chose. L'essentiel donc de ce que nous pourrons voir, c'est ce qui se trouve sur la façade est, donc une courtine dont une partie a été détruite, avec 2 tours d'angle et une très grosse tour qui est tout à fait remarquable au centre. Derrière cette courtine, au mur assez large, de près de 3 mètres d'épaisseur, s'adossent des logis, dont une chapelle, ici en neuf, que l'on verra, et des bâtiments qui ont été reconstruits au XVIe siècle. Suivante. Donc, une photo aérienne par drone, ce qui permet d'avoir des vues dont on n'osait pas rêver il y a encore une dizaine d'années. Vous y retrouvez là l'extrémité du site avec le fossé, ici, l'isolant du plateau, la forme triangulaire. Nous avons l'entrée, la porte principale, qui est toujours en place, qui est d'origine, on va en voir des détails, les bâtiments agricoles, ici, et la partie donc la plus intéressante, c'est cette partie qui est tournée vers nous, vers l'est, avec les 2 tours extrêmes, et au milieu, cette énorme tour en décrochement. Suivant, nous allons tourner autour de ce site. Voici une vue du château, vue du sud. On voit très bien le talus naturel de ce côté-là, donc il n'y a pas besoin de fossé de ce côté. À gauche, là où il y a le pointeur rouge, les bâtiments agricoles, la cour et les parties habitées actuellement à droite. Au premier plan, devant ce qui est une piscine, des parties qui sont plus difficiles à interpréter, qui correspondent aux anciennes courtines et aux anciennes tours, mais il est difficile d'en connaître l'élévation
d'origine. Suivante. Le château vu de la pointe, côté sud, tourné vers la petite vallée. À gauche, toujours les bâtiments agricoles. À droite, les parties résidentielles. Donc il serait peut-être intéressant un jour de réussir à comprendre quelle était l'élévation et les traces exactes de la partie vers nous, à droite et devant. Vous voyez que le site est à l'écart de tout village, il n'est pas lié au village, le village est quand même beaucoup plus loin. C'est assez caractéristique des premiers châteaux, de la première génération. Suivante. Alors, entrons dans le château. Au nord, l'entrée, qui présente un intérêt tout particulier. Elle est protégée par une tour caractéristique de l'architecture du XIIIe siècle, avec dans la partie inférieure un parement régulier en moyenne appareil calcaire, puis la partie supérieure est construite en petits moellons cassés au marteau, pour des raisons simplement économiques. La porte elle-même est d'origine, on voit donc un arc en plein cintre. L'approche de la porte était défendue par une bretèche dont on voit les corbeaux au-dessus de l'entrée. La porte est construite non pas en pierre locale, mais en une belle pierre calcaire qui doit certainement venir de carrière de la Meuse qu'on n'a pas pu identifier. Vous distinguez donc... non, c'est peut-être pas évident, mais on verra peut-être mieux. De part et d'autre, il reste 2 gonds en pierre. C'était la place des montants d'une porte à double vantaux qui s'ouvrait vers l'extérieur. Puis, la protection suivante était exercée par une herse, dont vous voyez ici le logement, et au-delà de la herse, une seconde porte. Voici une double vue qui vous permet de mieux comprendre peut-être la structure de cette porte. À gauche, vue extérieure, avec de part et d'autre de l'arc gothique ces gonds en pierre, rarissimes, je n'en connais pas d'autres en Lorraine. Il y avait la même chose en bas, mais bon, totalement disparu. La herse, le logement de la herse est parfaitement visible. Et vue intérieure, vous retrouvez cette fois-ci, assez bien conservé, dans la partie haute, les 2 gonds en pierre. Donc, pas de pont-levis de ce côté-là, pas de fossé, mais 2 portes et une herse. Suivante. À l'intérieur, la partie la plus remarquable, côté est, c'est cette petite... ces vestiges de chapelle. Vous voyez 2 arcs, un arc gothique dans la partie supérieure. Voilà. Mais très bien. Et là, 2 contreforts. Suivante. Donc l'intérieur est préservé, bien aménagé par monsieur et madame Troussard, que je remercie de nous avoir permis d'accéder à leurs espaces privés. Donc là, il n'y a pas de doute, on est bien dans la chapelle. Suivante. À l'extérieur, la construction est plus ordinaire, avec une courtine en appareil irrégulier, cassée au marteau. Il y a certainement eu des reprises. Une tour qui est d'origine, mais dans laquelle on ne trouve pas d'archère. Les fenêtres sont récentes, bien entendu, ça date du 19e. À l'intérieur de la cour, nous retrouvons les éléments ici caractéristiques de la chapelle, que nous venons de voir. C'est presque miraculeux qu'elle ait subsisté. Et dans la partie sud, cette partie-là montre une reconstruction presque complète du XVIe siècle, avec un escalier extérieur, un escalier à vis qui donnait accès aux étages, un cordon ici caractéristique. Quant aux fenêtres et la porte, elles sont bien du XVIe siècle. Suivante. Alors le problème qui se pose, c'est l'identification de cette grosse tour qui flanque la courtine est. C'est une tour quand même qui fait 14 mètres pratiquement de diamètre, des murs de 4 mètres, et dont vous voyez la structure extérieure, une base faite en très gros appareils calcaires, puis la partie supérieure en petits moellons.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille y voir deux étapes de construction. C'est bien la même chose pour des questions d'économie. Alors, le problème qui se pose à nous, c'est l'identification de cette énorme baie qui s'ébrasse vers l'extérieur et qu'on aurait pu penser être une réalisation tardive. Donc, pendant longtemps, j'ai moi-même cru que nous avions là une tour à canon du XVIe, voire du début du XVIIe. Mais il n'y a aucune ouverture de tir qui permettrait d'aller dans ce sens. Suivant. À l'intérieur, nous trouvons une très belle salle circulaire, voûtée avec une remarquable coupole complète, et dans la partie inférieure, en face de nous, une porte qui, avec quelques escaliers, permet d'accéder à un petit réduit que nous n'avons pas pu identifier avec certitude, peut-être une latrine. Un puits assez douteux, mais dans l'état actuel, on ne peut pas dire plus. Suivante. Voilà la remarquable coupole qui couvre cette salle de rez-de-chaussée. On y accédait uniquement par la trappe qui est au plafond. On ne venait pas comme aujourd'hui par la cour. Donc, après avoir consulté un certain nombre de collègues et regardé des travaux qui viennent d'être publiés sur la Champagne, j'en viens à conclure qu'on est là en face d'une tour qui n'est pas du XVIe, XVIIe siècle, mais qui est contemporaine de la reconstruction du château autour de 1250. Et on aurait là un bel exemple de l'influence de l'architecture champenoise dans cette partie de la Lorraine. Suivant. Alors, le château de la Fauche, maintenant. Château de la Fauche est fondé par un membre de la famille des comtes de Rennell vers 1158, sur un domaine qui leur appartenait, c'est un domaine familial. Le lignage qui fondait et occupait le château a été très bien étudié par un érudit dont vous connaissez tous le nom, je pense, Georges Poul, et il nous en donne le détail généalogique. Alors nous savons qu'en 1218, le seigneur du lieu, Hugues III, dut reprendre ce château en fief du comte de Champagne, alors que jusque-là, c'était une propriété privée, un alleu, comme on disait autrefois. Et en retour, bien entendu, moyennant cet hommage, il reçoit une très forte somme d'argent qui lui permet, là aussi, de reconstruire le château. Donc vous voyez que c'est un peu répétitif dans le secteur. Le comte de Champagne achète finalement les hommages de tous ces seigneurs qui étaient parfois indépendants. Alors il passe dans différentes mains ensuite au XIVe siècle, mais l'important c'est qu'en 1485, il est racheté par un personnage puissant et qui mérite d'être connu, Jean de Baudricourt, le fils de Robert, le célèbre compagnon de Jeanne d'Arc. Jean de Baudricourt est maréchal de France, grand serviteur de Louis XI, puis de Louis XII, un personnage considérable qui dispose de moyens relativement important et qui également est gouverneur de Bourgogne après que les Français aient récupéré le duché de Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire. Donc il se trouve au contact des meilleurs architectes du roi de France et il va s'inspirer de cette architecture que l'on trouve à Dijon et à Aussonne pour adapter cet ancien château à la mode du temps. Suivante. Alors, sur le plan topographique, là aussi, nous sommes à l'extrémité d'un éperon qui a été séparé du plateau par un fossé. Le château se compose de deux parties. Une partie sommitale correspond à une arête. C'est là que se trouvait le château primitif des 11e, 12e, 13e et qui reste le château habité. Au pied de cet éperon s'étendait et s'étend toujours un replat naturel que l'on va aménager en basse-cour. Et c'est cette basse-cour que le seigneur Jean de Baudricourt va fortifier au goût du jour. Donc il va construire cette très grande enceinte, ici, et ici, une petite partie intermédiaire qui permettait de passer de la basse-cour au château et qu'on appelle une barbacane. Localement, on appelle ça la tour des Griffons parce qu'il y avait laissé ses armoiries. Suivant.
Alors le plan uniquement là du château reprend ce que je viens de vous dire. Dans la partie sommitale, le château dont il reste une citerne. Tous les bâtiments ont été détruits à la Révolution. Un espace intermédiaire, dite cour des Griffons, et on ressortait par là pour accéder à l'immense basse-cour. De la partie sommitale, que reste-t-il? Il reste cet éperon dépourvu de toute construction. On est bien là dans un type de site du XIe, XIIe siècle. Donc deux vues du même site. Suivante. La vue aérienne permet de montrer maintenant ces espaces de la basse-cour ici, entourés par la grande courtine, flanquée de tours régulières. Certaines sont détruites, comme ici, d'autres en consolidation par l'association locale, et d'autres sont mieux conservées, comme cette tour. Suivante. Là, on était côté sud, maintenant côté nord. Le site est défendu par un talus naturel, à droite, une levée de terre, un fossé, creusé artificiellement, et la courtine qui enveloppe la basse-cour et qui s'appuie sur deux tours remarquables par lesquelles nous allons terminer ce parcours. Suivante. Alors, cette courtine nord, où nous étions, là où il y a mon pointeur il y a un instant, s'il veut bien bouger, cette courtine nord donc longe le fossé nord, arrive jusqu'à une tour circulaire que vous distinguez ici, puis remontait vers la cour des Griffons. Suivante. La porte des Griffons, cette barbacane, se composait d'un énorme mur. Quand nous arrivons de la basse-cour, ici, on rencontre encore ces deux énormes murs de presque 5 mètres d'épaisseur, avec des vestiges de canonnières. Une fois qu'on était entré là, on se retrouvait sur l'image de droite et on pouvait accéder simplement au château. Le site était isolé du reste du plateau par ce très grand fossé qui a aussi servi de carrière, le château étant à gauche. La partie la mieux conservée, car il y a eu une exploitation agricole, correspond aux deux tours, sud et nord, E et G, que nous allons voir. Nous avons pu en faire les plans niveau par niveau et nous constatons dans la tour E, premier niveau, que c'est une casemate équipée de 3 canonnières dites à la française, en forme de X. Suivante, si on monte à l'étage supérieur, l'intérieur est toujours une casemate, mais qui dispose cette fois-ci de 5 canonnières. C'est assez remarquable. Donc on voit bien là qu'on est à la pointe des progrès autour des années 1490. Un escalier, le numéro 7, permettait d'accéder aux étages supérieurs, aujourd'hui disparus, et le numéro 6 et 8 permettait d'aller dans la cour. À quoi ressemblent ces canonnières? La technique est de les présenter toujours en 3 parties, en plan. Vous voyez cette forme de X qui permet aux tireurs d'être protégés en Y. À gauche, une coupe, ce qui vous montre que ces canonnières étaient presque au ras du sol. On en conclut donc que le tireur n'était pas debout ni couché, pas commode, mais que la pièce d'artillerie était posée sur un petit affût. De l'intérieur, voilà ce qu'il voyait. À droite, donc une simple ouverture de tir. La tour de droite, la tour G, est la plus remarquable. Vous voyez qu'à différents niveaux, elle est pourvue de bouches à feu, donc de canonnières, comme celle dont nous venons de voir les photos. Mais regardez la partie supérieure, et on terminera presque par là, la partie supérieure présente des fenêtres de tir très originales. Suivant. Une coupe montre que le rez-de-chaussée est pourvu des canonnières. Le niveau supérieur également, mais j'attire votre attention sur la partie haute, avec cette ouverture très caractéristique qui semble présenter un bec vers l'extérieur. Alors, à quoi correspond ce bec? Suivant. Ça correspond aux ouvertures 6, 5 et 4, oui, très différentes des 1, 2 et 3. On n'est plus dans des canonnières à la française, on est dans autre chose. À l'extérieur, on a ceci, on a une fenêtre ordinaire
avec 2 joues latérales biseautées. Nous avons, alors, pour vous faire une idée de ce à quoi ça servait, il y avait un volet en bois qui pivotait sur un axe. Le tireur, avec une tige métallique, relevait le volet, tirait et rabattait. C'est ce qu'on appelle un mantelet ou une huchette. C'est bon ? Les canonnières à la française sont d'un type tout à fait différent. Nous en avons vu les plans, voyons-en les images. Vue extérieure, une vue oblongue et une vue intérieure ici. Suivante. Voilà, vue de l'extérieur, une porte et une entrée. C'est fini ? Bon, alors j'aurai pas le temps d'aborder le 4e, qui est le château de Bourg-les-Monts. Je m'excuse. Mais on peut faire défiler peut-être, sans les commenter particulièrement, la plupart des photos. Bon, le château de Bourg-les-Monts présentait un plan également polygonal, avec une reconstruction complète du château vers 1250. Il reste des vestiges de l'architecture XIIIe siècle, avec cette archère à étrier. Le plan actuel, qui a été distribué lors de la visite l'autre jour, permet de faire des observations sur les 3 tours qui sont à votre gauche, donc côté sud-est. La photo aérienne complète le plan de tout à l'heure. On poursuit. La grosse tour était munie de plusieurs fenêtres de style gothique qui ont été transformées au XIXe siècle. L'intérieur de cette grosse tour présente un édifice remarquable avec une voûte de 4 mètres de haut dont on voit encore les traces des coffrages de béton. Et la partie la mieux conservée, c'est la partie gauche, de la grosse tour jusqu'aux 2 tours de la porterie. Ces tours sont pourvues de canonnières tout à fait identiques à celles de la Fauche. Voilà, les voilà en détail, mais vous voyez, c'est les sœurs jumelles de la Fauche. Bien, encore une. Alors, la date de construction de cette partie nous est indiquée par ce médaillon, même s'il a peut-être été rajeuni un petit peu, mais tous les éléments d'architecture qu'on a pu observer dans les tours et à l'intérieur conduisent à dater une reconstruction de toute cette partie du château entre, on va dire, 1510 et 1530. Il y a une parfaite homogénéité et dans un instant, on va évoquer ce qui se trouve dans la chapelle, les éléments qui vont dans la chapelle et qui permettent d'apporter peut-être une clé de résolution de cette datation avec en particulier les constructeurs, qui pour une fois sont présents sur les lieux de leur château, ce qui est assez rare. Voilà, je vous remercie de votre écoute, en ayant été un peu vite.